5 sur 7 matin, bienvenue dans Instant Politique. On l'attendait depuis quelques mois, elle est enfin actée avec à la clé les premières récriminations. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle est votée au Parlement. Désormais au Bénin, on reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Comment le travail a été fait? Quelle est sa réception dans les sociétés traditionnelles qui, pendant longtemps, ont façonné notre vivre ensemble? Évidemment, vous allez suivre les explications de mes invités. En plateau, ici, avec moi, Dr Sylvestre Edjekoto. Il est, bien sûr, historien et urbaniste du patrimoine. Il est également spécialiste des pratiques, j'allais dire, patrimoniales et touristiques autour des mémoires de la traite négrière, des cultures vaudou et des architectures en Afrique. C'est complet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et nous serons rejoints tout à l'heure par l'honorable Casimir Sossou, député du Bloc républicain, vice-président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, qui pour le moment n'est pas encore avec nous. Mais en attendant, on va démarrer avec le docteur Edjekoto. Dites-nous déjà en quoi est-ce important pour le Bénin de disposer d'un cadre juridique qui, on va dire, qui encadre la chefferie traditionnelle dans notre pays. Merci Eman. Il faut rappeler qu'on était dans un petit désordre, hein, si je peux me le permettre, où des rois s'improvisaient de partout. Il était important pour mon analyse de la situation de mettre un peu d'ordre dedans, de cadrer tout ça comme vous l'avez dit. C'est l'occasion donc de remercier cette initiative. Il faut dire que c'est une très belle initiative qui vient à point nommé dans un contexte où il y a de grands chantiers sur le patrimoine, sur le tourisme, sur la mémoire, etc. Il était important donc de remettre un peu d'ordre dans ce secteur-là. Et donc c'est à bras ouverts que donc les spécialistes du patrimoine comme moi, des historiens urbanistes accueillent l'initiative d'une telle loi. C'était important. Est-ce que ce n'est pas aussi, ou ce n'était pas aussi un risque quand on sait que les questions de chefferie traditionnelle, ce sont généralement des questions sensibles? Si, c'est un risque, mais est-ce qu'il faut craindre le risque pour rester dans l'inertie, pour rester dans l'inaction? Je pense que non. Une décision courageuse était attendue, était importante pour mettre un peu le pied dans la fourmilière et remettre les choses à l'endroit. Je pense que c'était important. Ouais. Alors, pendant longtemps, vous l'avez rappelé, les chefferies traditionnelles s'improvisaient de partout. On avait des rois, des rois dans presque chaque village, alors que les royaumes traditionnels du Bénin étaient connus. À quel moment on a commencé par, on va dire, créer des royautés à volo? Alors, il faudrait rappeler qu'il y a... Alors, je suis historien, je suis urbaniste. En histoire, il y a des spécialités, il y a des périodes d'études. Et donc, je voudrais très humblement reconnaître que je ne suis pas spécialiste de la question, mais ma discipline de spécialité croise cette question sur les questions des mémoires et des patrimoines. Parce que tous ces royaumes, toutes ces entités politiques ont façonné les territoires et les communautés dont nous héritons aujourd'hui. Et donc, cet héritage constitue le patrimoine et la mémoire aujourd'hui, et c'est ma spécialité. Et donc, ça fait le lien entre ces deux domaines-là. Il faudrait saluer quand même d'illustres historiens béninois qui ont travaillé sur ces questions-là. Il faut saluer le professeur de vénérable mémoire, le professeur Hiroko. Il faut saluer le professeur Ntia, le professeur Tiando. Il faut saluer Belame Kodo. Il faut saluer les professeurs Aladaye, les autres j'en oublie, le professeur Soutinjo, etc. Les dernières générations, donc le professeur Dr Vido, Atur, etc., qui ont travaillé sur cette question-là, qui sont intéressés par ces choses-là et qui ont travaillé longuement, ont donné vraiment du temps et de l'énergie à ce travail qui concerne l'espace béninois précolonial. Voilà. Alors il faut rappeler qu'au départ, les historiens catégorisent trois types d'instances de pouvoir, trois types d'organisations sociales. Donc on aura donc les sociétés à structure non centralisée, surtout dans l'Atakora, de la partie est, la partie ouest, et donc ça va être des structures qui auront une organisation qui reflète une hiérarchisation horizontale. Ils n'avaient pas un pouvoir centralisé. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient anarchiques, dans le sens du désordre, non. C'était l'expression la plus vivante même de la démocratie, dans ce cas-là. Alors, le deuxième niveau d'organisation sociale, on avait des chefferies.
Et chefferies dont le pouvoir était un peu lié à un certain nombre de liages, hein, qui sacrifiaient une partie de leur pouvoir au profit d'un chef qui dirigeait l'ensemble. On avait donc un début de centralisation, et puis après on aura les royaumes. Les royaumes qui vont se matérialiser par un territoire, avec des frontières plus ou moins concrètes, mais qui vont bouger en fonction des conquêtes et des guerres, etc. On aura une armée, hein, qui va défendre le territoire, et on aura donc à la tête de tout ça un monarque, à la tête d'une administration qui va penser la sécurité, qui va penser donc l'alimentation, qui va penser la territorialisation, la spatialisation, etc. Voilà les 3 éléments qu'on aura jusqu'à la veille de la conquête impérialiste française. Alors, donc, la France s'installe, la colonisation s'installe, il fallait revoir toute cette organisation au profit donc, de la métropole conquérante. Et donc, on va faire en sorte que les anciens rois ou les familles régnantes anciennes vont devenir donc, ce qu'on appelait des chefs supérieurs. Donc, on va créer des chefferies supérieures. Et en dessous de cela, pour casser un peu le lien direct entre les anciens rois, entre les anciennes familles régnantes et la population et les sujets, on va créer les cantons. Donc la combinaison va créer les cantons. À la tête des cantons, on va mettre des chefs. Et puis en dessous, on va créer des quartiers, avec des chefs de quartier. Alors toute cette organisation dite de l'indigénat va avoir à sa tête donc, des commandants de siècle. Donc on aura des siècles et des commandants de siècle. Voilà ce qu'on va hériter donc, de la colonisation. Et donc on en est aujourd'hui à la troisième phase, où le Bénin a pensé utile de réorganiser tout ça. Et donc il faudrait voir ce que nous avions avant la colonisation, ce que la colonisation nous a légué, et ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. C'est là la question. Absolument. Alors, et lorsqu'on suit le cours de l'histoire, est-ce que les chiffres qu'on avance aujourd'hui, 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières, est-ce que ça répond à la répartition, on va dire, historique de la question, de la réalité? Alors, il faut rappeler que des historiens, près de 14 historiens des plus futés du Bénin ont travaillé sur commande du ministre en charge de la Culture depuis 2014 jusqu'à 2020 sur la proposition, hein, d'un document qui fasse la synthèse de tous ces éléments-là. Donc il y a un document provisoire qui est en cours. On ne va pas dire que ce document est une parole d'évangile, non. Elle mérite d'être approfondie, de continuer, etc. Mais ça reste quand même une base du travail sur laquelle on devrait avancer, sur laquelle on devrait poser donc, les éléments de réflexion de départ pour avancer. Et donc dans ce document, donc, quand vous parcourez le document, on fait référence donc à 19 royaumes, des chefferies, etc., et des structures, des sociétés à structure non centralisée, comme je l'ai rappelé. Donc il y a un petit travail qui a été fait avant la publication de cette loi-là. Donc il faudrait penser à cela. Voilà, je m'en arrête là pour D'accord, très bien. On va en savoir un peu plus pour voir comment est-ce que peut-être comment on en est arrivé à ces 16 royaumes. Et on a le plaisir de recevoir donc sur le plateau de 5 sur 7 matin, je l'avais annoncé, l'honorable Casimir Sossou, député du groupe parlementaire Bloc républicain, vice-président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour, M. William. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Alors, dites-nous, on va entrer de plein pied dans le débat, dans la réflexion, j'allais dire, puisqu'on l'a commencé avant vous avec le docteur Sylvestre Idjepoto. Comment on en est arrivé à ce chiffre de 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières? Comment le travail a été fait? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthodologie? Bien sûr. Il faut avouer que la démarche a été totalement scientifique. D'accord. Scientifique, c'est, je dirais, depuis que je suis au Parlement, c'est la toute première loi qui a été débarrassée de toute considération politique, où à chaque réflexion, à chaque prétention des populations, des régions, on se réfère au comité chefferie traditionnelle
qui est composé que d'experts, experts pluridisciplinaires, c'est-à-dire les historiens, les sociologues, les juristes, qui ont travaillé et à chaque fois, à chaque prétention, on renvoyait chaque fois ces besoins, ces documents, ces réclamations des populations à ce comité-là qui étudie sur la base des documents, sur la base de l'histoire pour donner la recommandation. Donc c'est totalement scientifique, c'est ce qui a été fait. Sinon, je dirais les députés n'ont pas eu à exprimer une envie de donner tel ou tel royaume ou telle chefferie traditionnelle ou telle chefferie coutumière. Donc la démarche a été totalement scientifique. Et ça a été conduit par qui ces travaux? Il faut dire qu'une commission technique composée d'experts pluridisciplinaires, comme je le disais tantôt, a été mise sur pied, a travaillé sur la base et des documents de l'historicité du Bénin. Ensuite, des enquêtes du terrain ont été effectuées, ils sont descendus sur tout l'ensemble du territoire. Il y a eu, je pense, 7 équipes qui ont sillonné nos localités, les royaumes, les palais, tout ce qui existe pour faire l'état des lieux. Et après, il a été validé ces documents-là à partir des ateliers au sein de la commission et le type d'organisation qu'il faut mettre dans cette loi-là a été proposé. Il faut dire qu'à l'étude en commission comme en plénière, les gens ont fait des comparaisons par rapport à ce qui s'est fait au Nigeria, par rapport à ce qui s'est fait au Cameroun, pour dire par exemple de classifier les royaumes ou les rois par niveau. Mais le Bénin n'a pas fait cette option de classifier, parce qu'ailleurs on dit roi niveau 1, roi niveau 2, etc. Le Bénin a fait l'option d'avoir des rois, de reconnaître des rois, je veux dire, et de classer chef supérieur et puis chef coutumier. Justement, quels sont les critères qui plaident en faveur de chefferies supérieures et de chefferies coutumières? Quelles sont les spécificités de chacune de ces cases? Il faut dire que la période de référence de tout ce qui a été validé a été la situation telle qu'elle existait à la pénétration coloniale. C'est-à-dire 1894 pour la région méridionale et 1897 pour la région septentrionale. Donc, selon qu'on déplace le curseur, le nombre de royaumes ou de chefferies pouvait varier. Mais les documents, les techniciens qui ont travaillé ont retenu la période de 1894. Et donc, quand vous arrêtez le curseur à 1894, vous avez un certain nombre de royaumes. Et donc, il y a des royaumes qui existaient avant la pénétration coloniale, mais qui, avant l'arrivée du colon, ont été conquis par d'autres royaumes. Et ça, les gens n'ont pas encore compris que cette conquête, c'est-à-dire tu existais par exemple en 1700, mais avant l'arrivée du colon en 1894, le royaume de Dahomey est passé par là, et donc vous êtes rentré sous Dahomey. Et à l'arrivée du colon, on ne peut plus vous reconnaître comme royaume de 1700. Bien sûr, on va vous permettre tout à l'heure, docteur Edjepouto. Alors, si on comprend bien, honorable Soussou, on sait que il y a eu des guerres d'expansion dans l'ancien royaume donc, du Dahomey. On sait par exemple qu'à sa prise de fonction, le roi Agadia a conquis sa vie à Lada. Pour autant, ces royaumes-là n'ont pas disparu. Oui, vous faites bien de citer le cas Alada. Il faut dire, effectivement, le royaume d'Alada a été conquis, mais selon ce que les historiens nous ont expliqué, il y a 2 royaumes qui ont fait exception
à cette règle-là qui est que le royaume d'Alada et le royaume de Kétou ont été restaurés par l'administration coloniale avant l'installation proprement dite des colons. Ce qui n'a pas été le cas de Savi, par exemple. Savi n'a pas été restauré. Donc, Savi est resté comme un royaume conquis par Dahomey. Donc, c'est la restauration du colon avant son installation de Alada et de Kétou qui ont fait que Kétou et Alada figurent sur la liste des royaumes. D'accord. Docteur Idjekoto, vous voulez réagir sur un certain nombre de points? Oui, je remercie le député. Je constate que alors, je voudrais partir sur l'exemple d'Alada et de Sarré, qui, à la veille donc, de la colonisation, n'était plus, en fait, avait été déjà conquis par le royaume du Dahomey. On se rend compte que sur la liste des royaumes retenus aujourd'hui, on retrouve, ça frappe pas l'œil, on retrouve Alada. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc des lois, je serai très prudent sur mes analyses parce que je n'ai pas lu la loi, parce que je la connais pas, mais des explications donc, que je viens d'entendre, Alada aurait été restauré par le colon. Donc est-ce qu'on part sur des bases de ce que la colonisation nous a légué, ou on part sur des bases de ce que nous étions avant la colonisation? Ça, c'est une question fondamentale. Parce qu'à gauche, on va criminaliser la colonisation. À droite, on va porter en triomphe des éléments hérités de la colonisation. Il faudrait être très très clair là-dessus. Ça, c'est mon premier élément. Le deuxième élément, il faudrait s'interroger, questionner la restauration d'Alada dont on parle. Alors, donc, la France qui fait la conquête du territoire, qui se rend compte qu'un peu plus au nord, il y a un royaume très puissant, qui risque de sortir de ses cendres, et pour casser cette continuité du pouvoir du Dahomey, va faire l'érection, va faire la promotion du royaume entre la côte et Abomey, et le Dahomey, qui va être à la Mais de quelle restauration parle-t-on? Est-ce que c'est une restauration qui reprend la chaîne de la transmission, de la dévolution du pouvoir du royaume Alada tel que cela se passait avant la conquête du Dahomey, ou c'est une organisation de type colonial qui répondait donc aux exigences colonialistes? Il faudrait interroger tout ça. Et deuxièmement, il y a des éléments de mémoire auxquels il faudrait faire attention également. Des éléments de mémoire. Et ça, c'est super intéressant. On est sur un territoire où il y a eu des royaumes, il y a eu des manifestations qui donnent un héritage mémorial assez important aux populations aujourd'hui. Et tous ces éléments sont charriés dans les comportements, dans les relations sociales que nous entretenons. Alors aujourd'hui, quand on sort le royaume Sarré, c'est un désordre incommensurablement important qu'on crée sur les questions de mémoire. Ça, il faudrait l'avoir à l'esprit. C'est très important de rappeler ça. Alors, donc on va retrouver une communauté, Huela, d'abord colonisée, conquise et colonisée par le Dahomey, qui en souffre. Alors, l'occasion est venue de régler ces questions, et puis on va enfoncer le clou pour dire non, écoutez, en plus de cela, on part de la colonisation pour... Alors, on est là, pour ma part, dans une colonisation mémorielle contemporaine. Alors, ce sont vos collègues, docteur Idjekoto, qui ont travaillé. Je voudrais, si vous me permettez, si le député peut nous permettre d'avoir de façon nominale le contenu du comité, surtout des historiens qui ont travaillé là-dessus, et l'implication du département d'histoire. Parce qu'on n'a pas un département d'histoire pour le plaisir, ce n'est pas un voyage de chantier. Voilà. Alors, ce que je peux répondre, effectivement, le royaume de Sarré a fait débat. J'ai dit, sur la base du document introduit, nous avons eu plus de 50 réclamations, 50 prétentions. Et toutes les prétentions ont été déférées devant la commission technique. Moi, je ne suis pas historien. Vous avez travaillé avec des historiens? Oui, nous sommes allés même comprendre leur démarche. Et chaque fois que vous évoquez un cas, c'est-à-dire vous donnez la prétention, il y a Sarré qui réclame être royaume, on lit la prétention. Et ils disent oui, Sarré a été royaume, mais a été conquis, comme le docteur le reconnaît, par Dahomey. Et le roi, c'est là, moi j'apprends par exemple que le roi de Sarré
après la conquête de Dahomey, s'est migré à aller créer Hweyogbe. Hweyogbe qui veut dire la nouvelle maison. Bon, nous-mêmes, députés, on a beaucoup appris de notre histoire à travers l'étude de ce projet de loi sur la chefferie traditionnelle. Mais il se fait que Sahé n'a pas été restauré. C'est ça que je dis, n'a pas été restauré comme le docteur Alada et Ketou. Il n'y a que 2 royaumes dans le cas qu'on cite. Alors, le docteur Edjepoto a pointé du doigt le fait qu'on se réfère, on va dire, à la restauration du colon, alors qu'on devrait partir sur des bases, on va dire, historiques. Oui, bien sûr que c'est historique parce que avant la colonisation. Non, avant la colonisation, Alada existait, mais a été conquis, comme Sahé. Mais il se fait que, avant que le colon ne s'installe, comme il l'a démontré, pour un peu diviser, pour régner, ils ont restauré Alada et Ketou pour diminuer le pouvoir de Dahomey. Ça, moi, je ne suis pas historien, mais j'ai dit le curseur a été posé à 1894. Et la période de référence est très, très importante. Et le projet n'est pas venu corriger les injustices, parce que j'ai compris du docteur qu'on devait corriger, par exemple, restaurer Sahé pour ce que cela a été dans l'histoire. L'option n'a pas été de restaurer. Je dis, selon qu'on a posé le curseur, si vous amenez ça par exemple en 2008, vous aurez plus de 300 royaumes au Bénin. Donc c'est une question de choix de période. Et moi, n'étant pas historien, on s'est tenu à ce que, parce que chaque fois qu'un cas arrive, on renvoie ça devant la commission technique qui examine et qui nous renvoie la conclusion, c'est-à-dire la conduite à tenir sur chacun des cas. Nous avons même eu des documents de royaumes qui ont eu même à signer de traités de protectorat avec le colon, mais qui, après étude, après le filtre des historiens, n'ont pas été retenus comme tels, comme royaumes, parce que l'étude historique a montré que on ne pouvait pas les considérer comme royaumes. Il y a d'autres régions, par exemple, où c'est l'autorité religieuse du moment, en 1894, qui a signé le traité, par exemple, avec le colon. Et les historiens ont démontré que c'est l'autorité religieuse et il n'était pas un roi. Donc, moi, je ne suis pas historien, mais je dis, il n'y a pas eu, sur l'étude de cette loi-là, un seul endroit où c'est la politique qui a dit... Donc, en l'espèce, le travail des scientifiques, des historiens en l'occurrence, a fait foi. C'est ce que nous avons retenu comme méthode. Et si demain... Alors, on souhaiterait quand même avoir des noms sur les historiens qui ont travaillé. Je n'ai pas gardé la composition du comité en tête, mais je sais que la commission a été présidée par le professeur Bienvenu à Cora. Et j'ai vu... Pendant pas historien. Non, j'en viens. Mais j'ai dit que c'est une commission pluridisciplinaire. Oui. Et le professeur Kodobert Lamé, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas historien. Par exemple, il est membre de la commission. Et moi, quand on étudiait, nous avons mis sur pied une sous-commission qui a rencontré ce comité, cette commission technique d'experts. C'est là que je découvre le professeur Kodobert Lamé qui a expliqué la méthodologie utilisée, les documents de base et tout ce qui est interprétation, les options faites. Et donc, nous, députés à l'Assemblée nationale, n'étant pas historiens, on s'est fié au travail des scientifiques. Alors demain, la loi, elle est évolutive. Ça, je pense qu'on doit s'entendre là-dessus. Ce qui est fait n'est pas parfait. C'est pas gravé dans le marbre. Non, ce n'est pas. Une loi est évolutive. Il peut avoir, si demain, le docteur ressort, par exemple, scientifiquement, des preuves qui prouvent que la loi doit évoluer sur un certain nombre de points. Il faut mieux sa requête. Non, le rapport, dès que les scientifiques valident que oui, on a découvert maintenant tel document qui renseigne sur tel autre royaume ou telle autre chefferie, le Parlement reste ouvert à faire des lois modificatives. Mais en attendant, ce qu'on a reconnu là,
Ce n'est que le début, parce qu'il n'y avait rien du tout. Il faut reconnaître qu'il n'y avait rien du tout, c'était pas organisé. C'était du néant. Et c'est quand même le mérite au régime du président Paron de dire, et de Patrice Talon, de dire que conformément à la Constitution qui reconnaît les chefferies traditionnelles et notre serment, quand on est élu président de la République, on prête devant Dieu et devant les mannes de nos ancêtres. Mais ce pan de manne des ancêtres n'a pas été traduit jusque-là par une loi. Et donc c'est un début. Cela reste perfectible. Il y a plein de collègues députés qui auraient souhaité que, du point de vue de l'histoire, de leur région, de tout ça, que cela figure. Mais alors justement, qu'advient-il de ces royaumes ou chefferies qui n'ont pas été recensés? Est-ce que ces royaumes-là sont dissous? Est-ce qu'ils sont dissous? Non, la loi a fixé les critères. Il y a royaume et catégorie royaume, il y en a 16. Il y a des chefferies supérieures, des chefferies traditionnelles. Il y a dans chefferies supérieures, vous avez certains qui s'appellent royaumes aujourd'hui ou qui sont rois aujourd'hui, mais que la loi a classé dans chefferie supérieure. Vous avez spécifiquement dans la région de l'Atakora Ouest une organisation totalement différente. Et c'est là on parle de chef coutumier, parce que l'Atakora Ouest, il n'y a pas eu de... C'est-à-dire que l'organisation centralisée n'a pas été au niveau de l'Atakora Ouest, donc c'est fait en chefferie coutumière. En dehors de ces trois catégories-là, vous avez ce que nous avons appelé des chefs communautaires. Donc ce que vous demandez là, si quelqu'un n'est pas roi, conformément à la loi, il n'est pas chef supérieur, il n'est pas chef coutumier non plus. C'est les trois catégories que la loi reconnaît. Il est chef communautaire. D'accord. Vous convenez avec moi que pendant longtemps, il s'est fait appeler roi et un matin, on lui dit qu'il est maintenant chef communautaire. Ça frappe quand même débat. Oui, mais ça dit qu'il y a... Mais la loi reste la loi. La loi reste la loi et comme je l'ai dit, la loi est évolutive. D'accord. Docteur Idiapoto. Voilà, merci. On ne le dira jamais plus assez. C'est une initiative louable. On l'a dit. Personne ne peut reconnaître le contraire. Dit que prendre l'initiative de cette loi reste un élément de courage, un élément de bravoure assez important qu'il faudrait soulever. Donc moi, on remercie tout cela. Les questions que nous posons, les interrogations que nous menons sont d'ordre scientifique. Voilà. Il y a eu un document qui porte également, entre autres, la signature de Bellarmine Kodo, qui annonce 19 royaumes, dont celui de Sahel, l'un des plus anciens du Sud. Et première rencontrée, donc l'envahisseur colonial, etc. Voilà. Et donc, qui reste complètement clair sur cette histoire-là. Et donc, de ce document-là, du dernier travail fait par les historiens, à la loi, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Alors, les curseurs, au fait, les critères annoncés par le député sont clairs, mais pour ma part, restent éloignés des préoccupations scientifiques. Et c'est en cela que je voudrais savoir... de toute façon, je suis peut-être le précurseur en la matière, il y en aura d'autres qui voudront bien intervenir par rapport à cela. Alors, quelle va être la... Je ne suis pas le journaliste, mais il y a une question qui m'intéresse. Quelle va être la relation de cette loi avec l'enseignement que nous donnons en histoire, à l'université par exemple? Parce qu'on va enseigner à l'université le royaume Kouéla, on va l'enseigner, le royaume Saré, on va enseigner le royaume de Karimama. Je voudrais voir la réaction de l'honorable Arif Bako qui a travaillé sur Karimama comme royaume et qui était royaume dans le document précédent. Et donc, quelle va être la relation de la loi? Est-ce qu'il y a une réécriture de l'histoire? En réalité, les préoccupations posées par le docteur sont légitimes. Le professeur Arif Bako, c'est vrai, il est député, mais il est avant tout professeur et un sociologue émérite. Le débat a eu lieu. Le cas Karimama a été posé. Et comme je l'ai dit plus haut, ça a été renvoyé devant le comité et la commission technique. Et en conclusion, parce qu'ils ont fini de faire leur démonstration sur, je pense, l'air d'Indi. Sur l'air d'Indi. Et
la conclusion a été que Karimama, je pense, c'est son chefferie supérieure. Ouais. Alors, le problème que pose le docteur Edjepoto, est-ce que désormais cette loi-là va intégrer, on va tenir compte des aspects de cette loi pour donner des enseignements aux étudiants au département d'histoire? Bon, ça, je ne suis pas au Conseil national de l'éducation, je ne suis que député. Et je pense que le comité scientifique, il y a une commission, un conseil national de l'éducation qui travaille avec l'ensemble des ministères, des départements ministériels en charge de l'éducation, qui travailleront sur les curricula au niveau de nos écoles et universités. Mais ce que je sais, et que je répète, on n'a pas effacé les royaumes qui existait avant la colonisation. Ce n'est pas parce que la loi n'a pas cité un royaume qu'il n'aurait pas existé. Non, pas du tout ça. La loi vient dire, en face de ce que nous avons, voilà les critères, la loi a reconnu 16 royaumes et c'est eux qui seront traités comme tels par la République. N'oublions pas, nous sommes aujourd'hui en République et donc le royaume, du point de vue histoire, va continuer par exister, encore que si un autre royaume vous avait conquis dans le temps, vous n'existez plus. Vous êtes sous ce royaume-là. Ouais, comme Alada, bien sûr. Bon, donc, comme Alada, bien sûr. Moi, je ne veux pas réécrire l'histoire. Je m'en tiens aux travaux de députés. Et puis, le reste, que ce soit le système éducatif ou les historiens, ils vont continuer à faire leurs recherches, quitte à avoir de découvertes nouvelles pour permettre à nous, députés, ou ceux qui seront là en ce moment-là, de faire la loi modificative pour peut-être ou complétive. Donc ce n'est pas figé, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Alors sont reconnus donc désormais comme royaume en République du Bénin les chefferies traditionnelles suivantes: Alada, Basila, Boué, Danjomé, Dagbo, Abomé, Hogbonou, Igbo, Idacha ou Dassa, Itakete ou Sakete, Ketou, Kika, Kilir ou Djougou, Pané ou Kouandé, Niki, Sandiro, Savalou, Tchabé ou Savé. Voilà donc les 16 royaumes officiellement reconnus. Mais on est obligé de mettre un terme à cet entretien. Apparemment, vous avez, là où vous avez dit Dangbola, je pense que c'est Dogbo Ahome. Dogbo Ahome, voilà, Dogbo Ahome. Désolé, Dogbo Ahome, c'est bien ça, Dogbo Ahome, Hogbonou, Igbo, Idacha, ou Dassa, Itakete, ou Sakete, Ketou, et plus tard, donc les autres qui sont sur la liste. Alors, docteur Edjepoto, si vous avez des suggestions à faire, donc, on va dire aux députés qui ont travaillé, au comité scientifique qui a travaillé sur cette question, ce serait quoi? Ouais, ce serait de renforcer les liens entre nos institutions de recherche et d'enseignement avec les structures qui légifèrent, premièrement. Deuxièmement, de tenir compte de la République en ses capacités, en ses devoirs régaliens d'éducation, de rédaction de curricula, d'avoir un regard holistique sur la législation, de savoir qu'une loi peut impacter énormément de choses, dont des questions éducatives, dont des questions de mémoire et de patrimoine aussi, dont des questions de relations sociales entre royaumes. Et donc dire que nous avons foi en l'évolution de cette loi-là pour aller plus en avant. Docteur Edjepoto, pardon, honorable Soussou, juste après ça, forcément, la vulgarisation du test. Oui, bien sûr, il y aura contrôle de conformité, et puis si c'est conforme, le président de la République promulgue. Donc après promulgation, selon ce qui est mis dans cette loi, il y a ce qu'on a appelé conseil de désignation, qui est un organe administratif qui va suivre désormais comment ça se passe dans chaque chefferie. C'est-à-dire, il a été démontré que la loi n'a pas tout réglé, parce que chaque royaume a son mode de dévolution de pouvoir, par exemple. Ce n'est pas écrit dans la loi. Il revient à ces royaumes-là de décrire
aussi bien leur organisation que leur mode de dévolution du pouvoir qui seront consacrés après dans les autres documents réglementaires, à savoir décrets et arrêtés. D'accord. Et donc, le fonctionnement des royaumes tel que cela existait va continuer, c'est propre à chaque royaume. Et quand on a étudié un peu comment ça se passe dans chaque royaume, vous constaterez que ce n'est pas la même chose. Il y a des royaumes qui sont où, pour être roi, par exemple, il faut être orphelin de père et de mère. Pour d'autres royaumes, il faut être seulement orphelin de mère. Il y a des critères spécifiques. Voilà, selon chaque royaume. Vous prenez un royaume où on dit il faut pas être jumeau soi-même d'abord pour être roi, et il faut pas avoir été père de jumeaux. Bon, donc de cette spécificité par royaume, il revient à chaque royaume de décrire son fonctionnement et le mode de dévolution de pouvoir pour lequel le ministère de la Culture et de l'Intérieur prendront acte à travers des arrêtés interministériels. Merci beaucoup, Casimir Sosso. Vous êtes député du groupe parlementaire Bloc républicain, vice-président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin nous expliquer, on va dire, ce cadre juridique qui désormais détermine la chefferie traditionnelle dans notre pays. Ce ne sera pas le seul plateau que nous aurons fait sur le sujet. Il y en aura forcément d'autres pour essayer d'en savoir un peu plus. Merci également au docteur Sylvestre Ediekpoto, historien et urbaniste du patrimoine culturel et du tourisme, spécialiste des pratiques patrimoniales et touristiques autour des mémoires de la traite négrière, des cultures vaudou et des architectures en Afrique. Merci également à vous d'être passé sur 5 sur 7 matin. Juste après vous, nous allons installer le débat matinal, le forum de discussion. On va s'intéresser à l'entretien accordé par le chef de l'État, Patrice Talon, à nos confrères de Jeune Afrique. À tout de suite.